une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà, bon, je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos pour en savoir plus sur cette base théorique. Et donc, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, des vidéos, des podcasts, bien souvent issus de France Culture et d'une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Avec philosophie. Et bien là, nous en sommes justement à cette écoute, à l'écoute d'une des émissions de France Culture qui était consacrée à l'espérance. À quoi bon espérer? Et c'était la 4e vidéo sur 4, croire en la croissance avec John Dewey. Voilà, un philosophe américain. Et eh bien, je relance l'écoute et puis, eh bien, je commente. Voilà comment je pratique. Je lance l'écoute et puis je profite un peu de ce que j'entends pour essayer de démontrer la pertinence de cette théorie dont je vous ai parlé dès le début, sur l'évolution de l'humanité. Et puis en même temps pour donner mes commentaires, une vision atypique de ce que j'écoute par exemple là. Donc cette philosophie de John Dewey, commentée par Julie Arnaud et Artaud Charpentier, deux professeurs de philosophie agrégés. Voilà. Donc je lance et puis on y va. Comment est-ce que, à partir justement de cette influence même un peu réduite, comme vous venez de le montrer, Julie Arnaud, du darwinisme sur la pensée de Dewey, comment est-ce que justement on arrive à ce concept de croissance? Est-ce que c'est ce que vous nous avez expliqué, Artaud Charpentier, c'est-à-dire l'idée qu'on va s'intéresser au processus par lui-même, indépendamment finalement d'une finalité ou d'un idéal qui serait posé a priori? Est-ce que c'est ça, fondamentalement, l'idée de croissance? Alors, comme je disais au départ, la notion de croissance chez Dewey, elle a notamment pour lieu la question de l'éducation individuelle, qui pour Dewey n'est pas restreinte aux premiers âges de la vie, mais fait un avec l'expérience humaine. On ne cesse de s'engager dans un processus d'éducation, c'est-à-dire dans un processus de reconstruction de soi-même. Et en effet, donc la notion de croissance a partie liée avec la notion d'individualité. Elle revient à C'est intéressant, et pourquoi d'individualité? Alors voilà, c'est encore... ça ramène justement à ce dont j'ai parlé dans les autres vidéos, l'impossibilité pour John Dewey de penser la croissance de l'humanité dans son ensemble. Tout simplement parce qu'il est né en 1850 et je ne sais plus combien exactement, mais voilà, au milieu du 19e siècle. Et donc il n'avait pas devant lui, dans sa propre réflexion, la possibilité d'entrevoir l'unité humaine possible que aujourd'hui, par exemple, je peux moi avoir, parce que toutes les structures pour fonctionner universellement ont été construites au XXe siècle et on en parle constamment. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, du syndicalisme, etc. Voilà, donc on sait qu'on a construit déjà à peu près une grande partie des structures pour fonctionner comme ça. On sait qu'on commence à faire passer au patrimoine universel des pans de certaines choses, voilà, etc. Et donc, on est... en somme, on a... qu'est-ce que je veux dire? Oui, je suis désolé, je viens d'être perturbé, et ça, c'est voilà l'atypisme qui rien me perturbe et me sort de la concentration. Et donc, pour Dewey, il n'était pas possible à son époque de penser universellement. Et puis, en plus, né sur le continent américain, en Amérique du Nord,
il y a peut-être l'intérêt de l'individu et peut-être exalté dans cette société-là. C'est peut-être pas le cas, par exemple en Chine ou ailleurs, dans d'autres sociétés. Voilà, en tout cas, tout ça fait que c'est l'éducation de l'individu qui effectivement progresse, est en croissance tout au long de son existence, et il ne pouvait pas percevoir que cette croissance, normalement, amène l'individu à la sagesse, dans la vieillesse, dans la dernière partie de la vie humaine, si elle se déroule dans la logique, si elle se déroule correctement, on pourrait dire entre guillemets, eh bien on finit notre existence dans l'état de sagesse, dans l'état quelque part propre et apte à l'extase, à l'éveil, à la sérénité, à cet état dont je parle et qui, selon moi, est la finalité de l'humanité. Bon, c'est le but de l'humanité, de l'évolution humaine. La capacité pour l'individu de développer ses capacités. Mais on pourrait envisager ce processus-là sur un modèle essentialiste, en considérant que l'individu a par avance, par nature, un ensemble de capacités bien déterminées et que l'éducation et plus généralement son existence est l'occasion pour lui de les développer, de développer ce qui était déjà en germe. Pour Dewey, il faut en effet penser le processus de développement de l'individu, mais il ne doit pas se faire selon un modèle préexistant, comme si l'individu avait déjà des capacités, savait déjà ce dont il était capable et n'avait plus qu'à les exercer ou à les raffiner. Il faut penser la croissance comme une reconstruction continuée de l'expérience, comme une transformation continuelle de soi et du monde. Alors cette notion d'expérience, elle est centrale en fait chez Dewey. Je vous propose qu'on écoute un texte dans lequel John Dewey justement déploie cette notion d'expérience. Ce texte, il est extrait de l'ouvrage de Dewey, Ce que je crois, de 1930. Écoutons une lecture par Riyad Kera. Alors, 1930, il y a effectivement eu, je pense, déjà une idée d'universalité, avec la Société des Nations née de la première guerre, de la guerre 14-18. Mais c'était sans doute embryonnaire, ça pouvait pas donner l'idée que l'humanité peut effectivement parvenir à l'unification totale, paisible, etc. Aujourd'hui, à mon sens, c'est possible de le concevoir, même si c'est très difficile avec les guerres, avec les violences, avec les retours de nationalisme, avec les tensions, etc., avec l'ONU qui est maltraitée, on va dire, par ses propres enfants, etc. Mais il n'empêche que... Possible, je pense, de commencer à imaginer les changements qui interviendraient dans la vie, personnelle et collective, si l'idée d'une pluralité de significations et de finalités interconnectées remplaçait celle d'une signification unique et d'une finalité unique. La quête d'un seul et unique bien inclusif est vouée à l'échec. Le genre de bonheur dont nous... Alors, la quête d'un seul bien unique, pourtant, c'est ce que poursuit finalement l'humanité. Alors, est-ce que c'est un échec ? C'est intéressant que soulève cette question, Dewey. Est-ce que ça peut être un échec, le fait de vouloir que l'humanité intuitivement cherche à atteindre cet état de sérénité, l'éveil, la sagesse, un état qui ne peut qu'être conçu comme universel, c'est-à-dire que l'ensemble humain doit y adhérer, parce qu'il ne peut pas y avoir un petit groupe d'humains qui atteignent l'extase pendant que les autres seraient en guerre à côté, ou seraient encore sur les mécanismes dominant-dominé, prédation, etc. Ça ne serait pas possible. Ils ne laisseraient pas en paix un groupe d'humains qui seraient en état d'extase. Ça ne serait pas vivable. Nous sommes capables dans la vie provient de la pleine participation avec l'ensemble de nos pouvoirs
à l'effort d'arracher sa propre et pleine signification à chaque modification de la situation de l'expérience. La foi en la variété des possibilités d'une expérience diversifiée s'accompagne de la joie procurée par une découverte et une croissance constante. Une telle joie est possible même dans la défaite et l'adversité, chaque fois que les expériences de vie sont traitées comme occasion de révélation potentielle de signification et de valeurs qui doivent être utilisées comme des moyens menant à une expérience future plus complète et plus significative. La croyance en un unique but détourne la pensée et gaspille l'énergie, quand celle-ci, en s'ordonnant à des fins atteignables, pourrait aider à rendre le monde meilleur. Alors, je suis d'accord par contre sur le fait que poursuivre des buts multiples, qu'il y ait tout ce panel de l'humanité, et que chaque nation suive des buts différents, que chaque civilisation soit mue par des désirs particuliers, que chaque être humain ait sa personnalité et ses choix de vie, tout ça, c'est ce qui construit l'humanité. C'est ce qui construit cette finalité universelle et unique. Mais il faut cette diversité comme moteur de construction. Donc, John Dewey parle du présent et du futur proche, en fait, de pas très loin. Voilà, alors pour ça, il a absolument raison en ce qui concerne le présent, son présent à lui et le futur, un futur pas le futur final. Là, il a raison, effectivement. C'était donc Jules Barbier et non Riyad Kera qui lisait l'extrait de Ce que je crois, un texte de John Dewey de 1930 dans lequel on trouve cette notion d'expérience, on trouve aussi l'idée de la croissance d'ailleurs. Julie Arnaud, qu'est-ce que c'est que l'expérience chez John Dewey? Apparemment, c'est drôle. Oui, alors là, c'est une grosse question. Qu'est-ce que l'expérience? Alors, je pense que ce texte est important dans la mesure où il montre aussi l'influence que Darwin a sur Dewey en termes de naturalisation de la pensée. C'est-à-dire que là, on a en très peu de, en peu de mots, sa conception du naturalisme qui consiste à dire que on investit dans l'être humain les capacités justement pour améliorer les conditions d'expérience et puis la société. Et pardonnez-moi, je vous interromps juste. Naturalisme qui, d'ailleurs, pourrait prêter le flanc à des critiques, en fait, parce qu'on pourrait... c'est vraiment un aspect aussi très discutable, au sens vraiment qu'on peut discuter de la pensée de Dewey, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce modèle naturaliste est la bonne catégorie, disons, de pensée pour penser le réel, en fait, et notamment le monde social. Oui, alors, après, quand... naturalisme, on peut aussi le comprendre de manière... moins marqué biologiquement, on va dire, en pensant simplement à... c'est une reconstruction, en tout cas une manière de dire que... c'est une manière de se détacher du surnaturalisme. C'est-à-dire que là, on sent dans ce texte, et le titre le montre, ce que je crois, il y a un fort ancrage, un vocabulaire religieux qui est très marqué. Et l'idée, c'est de dire, et ça me permet de répondre à votre question, qu'est-ce que l'expérience? L'idée, c'est de dire que comment dire, le salut en quelque sorte, il est dans l'expérience, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui construit lui-même les conditions de son propre, de l'amélioration de ses conditions d'expérience, qu'il n'a pas à attendre quelque chose d'autre ou en dehors de l'expérience. C'est par son action qu'il améliore ses conditions de vie. Mais qu'est-ce que c'est du coup, Artaud Charpentier? C'est, comme vous venez de le dire, Julie Arnaud, l'action, le vécu, le réel. Comment est-ce qu'on peut délimiter un petit peu ce qu'il faut entendre par expérience? Est-ce que c'est quelque chose de purement subjectif et individuel? Est-ce qu'il peut y avoir une dimension collective? On a déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission que la dimension politique, démocratique était fondamentale aussi chez Dewey. Comment est-ce qu'on peut délimiter un petit peu le champ de l'expérience? Eh bien, en effet, ce concept d'expérience est peut-être le concept clé et le concept le plus structurant de la philosophie. Voilà, alors le collectif est très important, mais est-ce qu'il hisse le collectif à l'universel, le collectif total quoi, de l'humanité, et même par-delà, c'est-à-dire une symbiose avec l'ensemble de la création pour ne plus avoir d'impact négatif sur la planète, etc. Est-ce qu'il avait les moyens à son époque de pouvoir déjà penser à ça? Je ne sais pas, je ne connais pas son œuvre, mais
Voilà, c'est une interrogation du importante. oui. Et il ne cesse de se battre tout le long de ses écrits pour essayer de lui donner un sens opératoire et essayer surtout de défaire les associations traditionnelles auxquelles ce concept est soumis en philosophie. On imagine que l'expérience c'est le vécu purement subjectif, purement intérieur, que c'est lié à l'idée de conscience, qui serait une conscience individuelle, un pur esprit. En vérité, le modèle que prend Dewey pour penser l'expérience est tout autre. Il nous invite à la reconduire à sa matrice inséparablement biologique et culturelle, et les deux ensemble toujours. L'expérience, c'est d'abord pour... Donc, vraisemblablement, l'action est culturelle, donc ce qui se transmet, donc l'intellect, la connaissance, plus l'action qui fait l'expérience. Lui, l'affaire des relations ou des transactions entre un organisme vivant et son environnement. Donc il le reconduit à l'affaire du vivant, à la réalisation de ses fonctions et ses liens avec tout ce qui l'entoure, ses besoins, ses capacités qui se développent par là. Mais Dewey est bien conscient, et c'est cela qui caractérise son naturalisme, qui n'est pas simplement un naturalisme, mais un naturalisme culturel. Dewey est bien conscient que l'être humain n'est pas qu'une espèce naturelle issue d'une évolution biologique, c'est une espèce intensément sociale qui vit dans un tissu de relations et qui est dotée de modes de transmission culturelle extrêmement complexes qui ne laissent aucune de ses activités biologiques non transformées. Donc l'expérience pour Dewey, en vérité, c'est les relations que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, en tant qu'organisme acculturé, entretenons avec l'ensemble des éléments de notre environnement, qui sont aussi bien notre environnement matériel, physique, mais aussi notre environnement culturel, social. Et pour Dewey, on ne peut jamais penser l'expérience humaine de manière isolée. L'expérience, elle est toujours une expérience d'individus qui vivent les uns avec les autres. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout le monde a la télé, plus ou moins sur cette planète, où tout le monde a accès à la télévision, et tout le monde a accès au fait qu'il y ait d'autres cultures. Donc, l'idée d'universalité, l'idée d'appartenir à un monde total, même s'il est pas dispatché de la même manière dans tous les esprits, si tous les esprits n'ont pas la même conscience de l'universel, mais on tend vers cela. Et c'est nouveau, en somme, que l'ensemble humain ait accès justement avec Internet, etc., à cette connaissance universelle. Donc la conscience ou l'interaction avec le milieu est devenu universel. Le milieu se dirige vers l'universel. Le milieu, il y a dans les années 30 ou 50, quand j'étais enfant, le milieu, il était villageois. Mon milieu, il était villageois, régional, national. On en était là. Pour moi, par rapport à mon parcours, j'ai pas fait d'études, j'ai pas été à l'université, je voyageais pas, je voyais pas le monde dans son ensemble. Mais maintenant, on a atteint cet état. Et une expérience qui est socio-culturellement informée. Donc il y a une dimension, effectivement, disons que la notion d'expérience ouvre effectivement à cette dimension de la collectivité des relations que l'on tisse les uns avec les autres, dans toutes les modalités positives, négatives et indéfiniment variées de notre existence. Oui, c'est ça, parce que il le dit dans le texte que nous venons d'entendre, l'expérience n'est pas forcément positive, parce qu'on pourrait dire, on vit aussi des choses tragiques, des choses qui ne sont pas toujours qui ne semblent pas immédiatement toujours source de joie, comme il l'évoque dans le texte que nous avons entendu. Il parle de la joie, donc il y a aussi une ambivalence de l'expérience. Enfin, ce que nous vivons, ce n'est pas toujours quelque chose qui, a priori, est positif et source de joie, mais peu importe finalement. Oui, parce qu'il est génial. Donc, il a compris que qu'on est constitué de ce tout et qu'on ne peut pas extraire les échecs, la souffrance, les trucs de notre expérience de vie, et qu'elle est vraiment que même le côté qu'on peut, entre guillemets, dire négatif, nous construit et fait partie de notre existence.
peut aller loin avec ça, comme l'énergie spirituelle de la souffrance dont parle, me semble-t-il, Teilhard de Chardin, où, bon, voilà, on sait à quel point ça, ça nous... Le côté négatif de nos expériences constitue aussi quelque chose de très fondateur de ce que nous sommes et dans le progrès et dans l'évolution En de tout cas, l'humanité. l'expérience humaine, elle est traversée de valeurs de toutes sortes, de colorations, de tonalités affectives, positives, négatives. Elle fait un avec nos échecs lorsque notre environnement soutient nos objectifs et leur permettent de se réaliser. Et elle fait un également avec les moments où, en dépit de nos meilleurs efforts et de notre persévérance, nous ne parvenons pas à réaliser nos objectifs, où notre environnement se retire et nous empêche de réaliser ce que nous aimerions faire. Mais effectivement, il y a cette double tonalité de l'expérience chez Dewey qui est à la fois de l'ordre du faire, de l'ordre du subir et de l'ordre de toutes les modalités de notre être au monde. Julia, non? Oui, puis la joie, la peine, ça renvoie à des émotions qui sont... le terme d'émotion est très très important dans la psychologie jungienne, puisque c'est ce qui initie le processus d'enquête en réalité. Alors l'enquête, peut-être, juste faut préciser ce que c'est, on ne l'a pas défini pour l'instant. Oui, l'enquête, c'est pareil, ça nous emmène loin, mais c'est... En quelques mots, je suis sûre que vous... C'est disons, le modèle qui est pris aux sciences de la nature par Dewey et qui montre que les sciences de la nature ont permis de progresser en enquêtant, en mettant en œuvre l'attitude expérimentale, ce qui a manqué aux sciences sociales justement. Or, c'est notre manière... c'est notre attitude individuelle à toutes et tous. En fait, nous procédons par enquête en permanence. Et pourquoi ? Parce que justement, nous sommes affectés par des émotions, la joie, la peine, en fonction de ce qui nous arrive. Et c'est ce qui nous veut comprendre ce qui se passe. Permet justement de faire progresser, enfin faire évoluer l'expérience en tout cas. C'est-à-dire, face à un problème, nous essayons du coup d'enquêter sur les conditions de possibilité de l'évolution des conditions d'expérience pour résoudre ce problème, ce qui va avoir un effet sur l'environnement, ce qui va du coup réciproquement avoir un effet sur l'individu, etc., etc. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'expérience, on pourrait un peu la définir comme le processus d'individuation chez Dewey. C'est-à-dire que parler d'individu ou d'individualité, ça supposerait chez Dewey que l'individu, c'est une monade déjà préconstituée et qui n'aurait qu'à se mettre en œuvre dans l'ensemble de sa vie. Et donc, on reviendrait en fait à cette idée de fin déjà préétablie et de mise en œuvre de cette fin par le processus de l'expérience. En réalité, l'individu, il se co-construit tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il y a croissance, parce que en réalité, il ne cesse de grandir parce que l'environnement l'affecte. Du coup, ça transforme ses impulsions instinctives initiales, biologiques, qui du coup vont avoir un effet sur l'environnement, ainsi de suite. Et du coup, ces impulsions instinctives vont se transformer en habitudes qui vont effectivement avoir une espèce de relation entre ce que Artaud appelait la matrice biologique et la matrice culturelle de l'individu, qui donc est individuation plus qu'individu. Alors la question... Alors, oui, et là encore, je me mets en opposition avec cette théorie, cette façon de voir l'évolution. Je pense que même si c'est effectivement ce qu'on voit, ça correspond à l'expérience qu'on peut avoir de notre évolution, c'est-à-dire une évolution, un travail commun entre notre pensée, notre expérience, nos interrogations, etc., qui nous font faire des choix, etc. Mais selon moi, tout est déterminé, on est dans un principe déterminé. Ça, c'est mon point de vue, c'est-à-dire que le choix, c'est une illusion de choix. On doit croire à ce choix, c'est important pour l'évolution de l'humanité, tout simplement déjà pour le principe de responsabilité. Tu avais le choix de bien agir ou de mal agir, tu as mal agi, tu es puni. Et donc, voilà, c'est logique pour l'évolution. Mais en réalité, on n'a pas le choix, pour moi, hein. C'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Dans Hasard et Destinée, je vais pas le développer ici, mais j'essaye
de démontrer que le choix est une illusion nécessaire, mais une illusion. Et donc, ce travail de, ce travail de on pourrait dire, donc je me souviens plus quel terme elle emploie, de co-création entre donc l'expérience, ce qu'elle réalise, l'action qui est donnée, puis la réflexion sur cette action qui entraîne une autre action et qui fait une sorte de progression, ben ça c'est valable pour l'individu, mais c'est valable pour l'humanité. L'humanité, elle évolue sous cet angle-là, sous cette force-là. Et cette force, elle est, comme elle a une finalité qui est à mon sens déjà déterminée, c'est-à-dire l'accession à l'extase, l'accession à la perfection, eh ben, ça donne en plus du grain à moudre au fait que tout est déterminé, que c'est pas une... qu'on peut se poser, c'est aussi, est-ce que cette croissance, elle se transmet dans le temps, de génération en génération? Écoutons Richard Rorty. Le pragmatisme est apparu avec des événements comme la Révolution française, le développement de la technologie industrielle, en somme, tout ce qui a permis au XIXe siècle de croire au progrès. Lorsque l'on se dit que le but de la vie on va arrêter là est d'améliorer les... pour cette vidéo. On prendra ce thème-là dans la prochaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.